Bonjour à tous. Merci de me donner l'opportunité de parler de la question épineuse de la contagiosité des enfants et du SARS-CoV-2. Donc déjà, on va commencer par ce qu'on sait sur les enfants. Donc on sait que les enfants de tous âges peuvent être infectés. Ici, on a une pyramide des âges de la plus grande étude pédiatrique publiée à ce jour, avec environ 600 enfants, qui montre vraiment que toutes les classes d'âge pédiatriques, que ce soit les nouveau-nés, les enfants préscolaires, les enfants scolaires et les adolescents, peuvent être infectés par le virus. On a aussi très vite su que les enfants infectés avaient une présentation clinique bien moins sévère que celle des adultes, mais contrairement aux autres virus respiratoires chez qui les enfants sont des vecteurs majeurs de la transmission, il reste encore à définir aujourd'hui quel est le rôle des enfants dans la transmission de ce virus en particulier. Avant de parler de contagiosité, on va parler de susceptibilité, parce que même si ça peut paraître trivial, pour être contagieux, il faut déjà être infecté. Historiquement, dans les premières publications de la première vague, les enfants représentaient 1 à 2% des cas confirmés de Covid-19 par PCR. Maintenant, on ne savait pas vraiment si c'était parce qu'ils étaient moins susceptibles ou si c'est parce qu'ils étaient tout aussi susceptibles, mais moins souvent diagnostiqués, car plus souvent POSI ou asymptomatiques, voire avec une présentation atypique. Dans ce contexte-là, les études de clusters familiaux ont été assez utiles parce qu'on considère que le cas index expose de manière assez homogène les membres de la famille, et on a pu voir que le risque relatif d'être infecté si on est un enfant, selon les études, était entre 0,2 et 0,6, ce qui se traduit par un taux d'attaque secondaire dans les foyers chez les enfants entre 2 à 5 fois plus faible comparé aux adultes. La seule exception étant une étude chinoise, une des premières études de cluster publiées, qui avait montré ici en bleu que le taux d'attaque secondaire était vraiment stable, quelles que soient les classes d'âge et au moins jusqu'à 60 ans. Suite à cela, plusieurs méta-analyses ont été publiées. La dernière ce week-end dans JAMA Pediatrics, qui montre que le risque relatif d'être infecté si on a un cas index à la maison est de 0,5 en tant qu'enfant comparé aux adultes, donc un risque environ 2 fois moindre. Les autres méta-analyses vont dans le même sens. Maintenant, toutes ces études de foyer ont été passablement critiquées. On a dit que les résultats étaient non relevants car les enfants étaient non scolarisés, ce qui n'est pas vraiment vrai. Si les enfants avaient été scolarisés, ça aurait changé le nombre potentiel d'enfants index, mais ça n'aurait pas eu d'impact sur la probabilité d'être infecté dans un foyer en particulier. On a dit que les frottis étaient faussement négatifs car la procédure était plus difficile chez les enfants. À nouveau, c'est plausible, mais quand on sait que le frottis nasal antérieur a une sensibilité d'environ 90% en comparaison au frottis nasopharyngé, c'est assez peu probable que les résultats qu'on voit soient dus à ça. On a dit que les enfants étaient asymptomatiques et donc non testés, ce qui est faux. La majorité des études de clusters familiaux ont frotté tout le monde. Et on a aussi critiqué le fait que les cas index pédiatriques étaient non diagnostiqués car asymptomatiques, ce qui est possible, mais aurait nécessité que la majorité de la transmission dans les foyers ait débuté par un enfant asymptomatique. Et on sait que les enfants sont dans maximum 30, voire éventuellement 50% des cas vraiment asymptomatiques. Donc on a dû attendre les études de séroprévalence pour espérer y voir un petit peu plus clair. Et là, de nouveau, les résultats sont assez divergents. Dans l'étude du SMPR publiée dans Lancet, qui s'est déroulée pendant le mois d'avril, on avait une prévalence de 0,8% d'anticorps anti-SARS-CoV-2 chez les 5 à 9 ans et d'environ 10% chez les classes plus âgées. À savoir que là, il y avait relativement peu d'enfants dans l'étude qui avaient cet âge-là. Ensuite, pendant la même période, on a fait une petite étude au DFEA sur 210 enfants entre 0 à 16 ans. C'était pendant la même période et on avait une prévalence d'anticorps anti-SARS-CoV-2 à 8,7%, donc ce qui n'est pas très loin de la prévalence de 9,6% qu'on voit chez les ou de 10,6% qu'on voit dans la cohorte complète de l'étude du SMPR. Par contre, on avait un trend avec une séroprévalence plus faible chez les enfants de moins de 10 ans, à 5,4% versus 12,4%. Zurich a publié vendredi un communiqué de presse sur l'étude Chiao Corona qui a testé 2500 enfants entre mi-juin et mi-juillet. Et ils avaient une séroprévalence à 2,8%, ce qui est identique à la séroprévalence des adultes dans la population zurichoise. Par contre, les études allemandes, italiennes, espagnoles et anglaises montrent clairement une séroprévalence plus faible chez les enfants que chez les adultes. Donc là encore, la question de la susceptibilité des enfants à l'infection reste relativement ouverte. Ensuite, quels sont les facteurs importants dans la contagiosité ? Déjà, le fait de pouvoir excréter du virus infectieux. Donc, est-ce qu'on peut
isolé du virus infection, au moins en laboratoire chez les enfants symptomatiques. Donc ici, on a pris les premiers frottis nasopharyngés positifs des enfants genevois diagnostiqués avec le Covid-19. On les a mis en culture de cellules et on a défini une culture positive comme étant une augmentation de la charge virale par PCR et un effet cytopathique. Qu'on voit là sur la photo de droite, on voit que la couche cellulaire est complètement, n'est plus du tout homogène. Ensuite, on a pris le surnageant de ces cultures et on l'a remis en culture, ce qu'on appelle un deuxième passage, pour confirmer l'augmentation de la charge virale à nouveau et un nouvel effet cytopathique. Et on a pu voir donc que plus de la moitié des enfants, on pouvait isoler du virus infectieux, donc c'est les points en bleu ici, et que le seuil à partir duquel on arrivait relativement facilement à isoler du virus infectieux était 1 million de copies par millilitre. Ce qui est exactement le même seuil qu'avait défini l'équipe de Christian Drosten en Allemagne chez les adultes infectés, en début de la pandémie. Ensuite, vu que la charge virale semble être quelque chose d'important pour la transmission, on a regardé si les enfants avaient une charge virale différente que les adultes. Donc ça, c'est une étude réalisée ici, où on montre en fait qu'il y avait environ 450 patients. Quelles que soient les classes d'âge, il n'y a pas de différence significative de charge virale entre enfants, adolescents, adultes plus ou moins âgés, et ça au début de la maladie. Il y a d'autres études qui ont été publiées aussi plus ou moins en même temps, qui montraient soit la même chose, soit que les enfants pouvaient potentiellement avoir même une charge virale plus élevée que les adultes en début de maladie, avec cependant quelques faiblesses méthodologiques. Donc en conclusion, on peut raisonnablement assumer qu'au moins en début de maladie, les enfants n'ont pas une charge virale plus faible que les adultes. Donc en conclusion de ce qu'on sait à ce stade, c'est que les enfants de tous âges peuvent être infectés. On a l'impression qu'ils sont quand même environ à moitié moins susceptibles d'être infectés s'ils sont exposés. Est-ce que c'est grâce à une immunité innée qui est plus forte? Est-ce que c'est grâce à une immunité croisée avec d'autres coronavirus humains auxquels ils ont été exposés récemment? Est-ce que c'est une question d'une plus faible proportion de récepteurs ACE2 dans l'épithélium nasal? La question reste ouverte. On sait que la charge virale des enfants est identique aux adultes, au moins en début de maladie, et que les paramètres virologiques nécessaires à l'isolation de virus infectieux sont identiques aux adultes. Donc, il n'y a aucune raison biologique qui expliquerait que les enfants ne soient pas contagieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la transmission en communauté? De nouveau, pas mal d'études de clusters familiaux en Grèce, en Israël, ici à Genève, qui ont montré que les enfants étaient suspects d'être des cas index dans seulement 8 à 9% des clusters familiaux, sans aucune évidence claire et nette de transmission d'un enfant à un adulte ou d'un enfant à un enfant. En Corée du Sud, une étude énorme avec plus de 5000 cas index, près de 60 000 cas contacts, chez qui les enfants de moins de 10 ans représentaient 0,5% des cas index. Et en Chine, la même chose, une étude à un peu plus petite échelle qui montrait que les enfants de moins de 14 ans représentaient moins de 1% des cas index. De nouveau, toutes ces données ont été collectées pendant des phases de confinement, donc avec le biais que les enfants restaient à la maison et que les adultes sortaient pour soit aller travailler, soit remplir les occupations quotidiennes. Donc c'est assez logique que les enfants n'aient pas été source de clusters infectieux, vu qu'ils étaient quand même plus protégés que les adultes à la maison. Qu'est-ce qu'il en est dans les écoles maintenant? Une étude irlandaise, donc c'est des études de clusters dans les écoles et dans les crèches. En Irlande, une étude avec 3 enfants de 10 et 15 ans et 3 adultes index qui ont exposé plus de 1000 enfants contacts, tous testés, aucun cas secondaire. En France, cet enfant de 9 ans au contamine qui a exposé 86 enfants dans 3 classes différentes. Plus de la moitié ont été dépistés, aucun cas secondaire. À Singapour, 2 enfants index entre 5 et 12 ans, près de 120 contacts dépistés, aucun cas secondaire. Et l'étude la plus convaincante à ce stade est une étude australienne, 12 enfants et 15 adultes index dans différentes écoles et crèches, plus de 1400 contacts dépistés, et ils ont défini un taux d'attaque entre enfants et enfants à 0,3%, entre enfants et adultes à 0,5%, entre adultes et adultes à 4,4% et entre adultes et enfants à 1,5%. De nouveau, aucune évidence claire de transmission enfant-adulte ou enfant-enfant. Évidemment, dans les contextes scolaires, c'est extrêmement difficile de faire des chaînes de transmission claires. Quelques exceptions quand même pour garder le débat ouvert. Une crèche à Salt Lake City, chez qui un éducateur a infecté 12 enfants, et de ces 12 enfants, 26% auraient potentiellement infecté des contacts à la maison. En Géorgie aussi, un camp d'été dans lequel un adolescent de 17 ans était positif, avec un taux d'attaque extrêmement important de 51% chez les 6 à 10 ans et de 44% chez les 11 à 17 ans avec qui il a été en contact. Juste un petit mot sur l'évolution de la courbe en Suisse. Donc,
on voit que quand on compare la courbe adulte et la courbe pédiatrique, elles ne sont pas du tout pareilles, surtout sur ce qui se passe ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, pour information, entre le début de la pandémie en Suisse, fin février, et la levée du confinement autour du 15 mai, les moins de 20 ans représentaient 3% des cas de Covid-19. À la fin août, et ce malgré la restriction des tests, des critères de test par l'OFSP, les moins de 19 ans représentaient quasiment 12% des cas. Et depuis l'ouverture des écoles, pas de changement significatif, toujours environ 12% des cas qui sont entre 0 et 19 ans. Donc en conclusion, les enfants sont probablement contagieux dans certaines circonstances particulières, mais on a quand même de plus en plus de données qui suggèrent qu'ils jouent un rôle vraiment limité dans la transmission de la pandémie actuelle. Il reste plusieurs questions ouvertes. Est-ce qu'il y a une différence entre la courbe de la charge virale chez les enfants et les adultes? On sait qu'en début de maladie, il n'y a pas de différence significative de charge virale, mais est-ce qu'à cause de leur immunité innée ou d'une immunité croisée avec les autres coronavirus, la pente de la courbe pédiatrique est beaucoup plus raide et de ce fait, la durée de contagiosité au-dessus du seuil infectieux est plus courte? Est-ce que la susceptibilité des enfants est linéaire en fonction de l'âge ou est-ce que c'est plutôt une courbe en S avec une très faible susceptibilité chez les petits et après une pente plus raide au niveau de l'âge scolaire puis un plateau au niveau de l'adolescence? Et il reste évidemment à clarifier le rôle de la transmission asymptomatique ou présymptomatique. Merci beaucoup.